Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, une émission qui vous est proposée et présentée par Jacques. Je reçois aujourd'hui pour cette émission 6 invités. En premier lieu, Guillaume Delorme, qui est chef de projet Lozère 2020 au Conseil général de la Lozère. Je reçois ensuite 5 étudiants qui viennent de Polytech à Tours. Ils font une formation d'ingénieurs en génie de l'aménagement. Alors, ce sont des futurs ingénieurs. Ils sont stagiaires au Conseil général de la Lozère. Et ils complètent Guillaume Delorme pour cette mission d'évaluation des besoins, les perspectives que nous allons avoir à partir de cette année jusqu'en 2020. Alors, Guillaume, j'aimerais que tu nous dises si vous avez fait une analyse du précédent projet de 2007-2013. Oui, tout à fait. Le Conseil général a conduit donc une analyse de 2007-2013. C'était la première phase de l'élaboration donc du projet 2014-2020, qui était donc l'analyse de toutes les actions qui ont été conduites dans le précédent programme. Il y a 2 actions qui n'ont pas pu être réalisées. Une qui concernait une aire logistique proche de la 75, mais celle-ci a été faite à Saint-Flour, donc il n'y avait pas lieu de la faire en Lozère. Et la deuxième action qui n'a pas été réalisée, c'est un centre de recherche appliqué sur la forêt et le bois, et qui se retrouve à être à nouveau proposé dans le cadre de ce projet 2014-2020, parce que il fallait sans doute que la filière se structure, continue à avancer avant d'arriver à ce que ce projet puisse naître. Donc c'est quelque chose qui est progressif et mûrir éventuellement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, il y a eu cette phase de bilan, et le bilan peut être consulté sur le site du Conseil général. Et il y a également 3 vidéos qui font des focus sur des aspects forts de ce bilan, la démographie médicale, donc le travail qui a été fait pour aller rechercher des médecins, tout ce qui a été fait autour du très haut débit et donc d'internet. Et puis j'ai oublié le troisième, c'est sur l'aspect de prospection économique avec le travail mené par Lozère Développement. Et est-ce que ce sont les lignes tendancielles du nouveau projet ? Alors pas forcément, puisque le projet donc il a commencé en octobre 2012 et le 13 mai dernier ont été présentés les 3 axes qui ont été ensuite votés au Conseil général de juin. Et donc ces 3 axes qui vont être les axes pour 2014-2020. Le premier tourne autour des conditions de vie et d'attractivité du territoire. Donc c'est comment on vit bien sur notre territoire, comment on est aussi un territoire attractif pour de nouveaux arrivants en termes de services, en termes d'activités, en termes de toute l'offre finalement vraiment du territoire. Le deuxième est orienté vers le développement économique et comment ce développement économique fait le lien avec l'environnement, avec le territoire, comment il s'inscrit dans le territoire. Donc bien sûr, on pense à l'agriculture, on pense au tourisme, on pense à ces activités qui sont très fortement en lien avec le territoire. Et puis, il y a dans cette même approche, il y a aussi l'apport de valeur ajoutée. Et là, on pense bien sûr à la forêt, au bois et aussi à l'agriculture. On sait qu'on a besoin d'améliorer la valeur ajoutée apportée aux productions. Comment vous avez procédé pour arriver à ces aspects ? Ouais. Alors pour la démarche, elle a été conduite de façon partenariale et participative, c'est-à-dire qu'on a travaillé bien sûr avec les partenaires directs du département, notamment les chambres consulaires, certains réseaux départementaux, mais on a aussi fait le choix de venir à la rencontre des habitants, des responsables associatifs, des responsables professionnels sur le terrain, et on a conduit 4 séries de réunions territoriales qui ont eu lieu sur les 5 grands bassins de vie de la Lozère, donc à Saint-Chély, à Marvejols, à Mende, à Florac et à Langogne. Voilà. Et donc on est allé à la rencontre, alors d'abord pour présenter le bilan de 2007-2013. Dans un deuxième temps, on a travaillé à l'analyse du territoire et après on en a défini des enjeux, donc des thèmes à traiter en priorité. Et puis on a également ensuite travaillé à des propositions d'action. C'était la dernière série qui a eu lieu au mois de juin avec le renfort des stagiaires. Pour avoir participé à ces réunions, je trouve que c'était une excellente méthode
où tout le monde pouvait s'exprimer, donner son idée, et puis après, Guillaume et puis l'équipe que vous êtes là faisiez la synthèse, je suppose. C'est ça, voilà, on a tout au long de ces cycles de réunion, on a intégré les constats, les éléments qui ont été donnés par les acteurs, et ensuite on en a fait des synthèses, on a vu ce qui ressortait de façon plus importante, hein, et je pense que dans ce que vont nous dire les étudiants, ça rejoint aussi un certain nombre de ces constats très fortement exprimés sur le territoire, la question de la santé, la question des mobilités, la question de... Voilà, il y a eu plein de sujets qui ont été abordés à cette occasion. Et puis, effectivement, on s'est dit, donc c'est intéressant d'aller à la rencontre des acteurs sur le territoire, mais on a aussi besoin de regard un peu extérieur pour pas rester dans la vision qu'on peut avoir, qui est parfois déformée, parce qu'on a l'habitude de se dire, je sais pas, par exemple, que les jeunes partent beaucoup de Lozère, et puis on a demandé à l'INSEE, par exemple, d'analyser justement le départ des jeunes, et il est moins fort en Lozère que dans les départements voisins, par exemple. Donc ça, c'était important pour nous de confronter finalement l'analyse très sensible que chacun exprime au cours des réunions avec des données un petit peu non négociables que sont les statistiques de l'INSEE, et puis aussi avec un regard extérieur de jeunes professionnels de l'aménagement, puisqu'ils sont en train de se former, et donc c'est pour ça qu'on a fait appel au groupe de stagiaires de Tours. L'idée, c'était bien justement qu'ils nous donnent leur vision du territoire, comment ils l'ont perçu, comment ils l'ont vécu, et comment ils avaient envie de partager aussi là-dessus. Mais j'ai envie de leur demander qu'ont-ils pensé personnellement en arrivant en Lozère, en dehors de l'étude du projet. Quelle impression que vous avez eue de tomber dans un territoire abandonné, de tomber dans un territoire vivant, de tomber dans un milieu fermé, de tomber dans un milieu au contraire ouvert, ou quelles sont vos impressions? Pour ne rien vous cacher, la toute première impression qu'on a eue, c'est que c'est un beau territoire, mais on était heureux d'être tous les 5. D'être tous les 5. Ah. C'est-à-dire qu'on se tenait compagnie. On s'est rendu compte que lors de nos visites du terrain, on a parfois croisé très peu de monde. Donc c'est un peu ce qui nous a marqué en premier lieu, c'est que en semaine, dans les villages, il y a peu de monde. Parce que vous avez participé aux réunions qu'en milieu de guet, non, en fait? Oui, exactement. Ah. Qu'ils ont suivi, ils ont dans un premier temps, pendant un mois, ils sont allés visiter la Lozère. Et ils ont, en pleine journée, ils sont allés prendre connaissance du territoire et voir un petit peu les problématiques qui pouvaient en ressortir. Et donc, c'est effectivement à ce moment-là où vous avez eu ce sentiment de peut-être un peu de solitude. Mais après, c'est vrai que peut-être avant même de venir, vous aviez aussi un peu pas d'appréhension, mais au moins, en tous les cas, une image qui était peut-être pas forcément celle de la Lozère que vous avez découverte. Oui, bien sûr. Après, c'est un stage qu'on a choisi. On a voulu venir en Lozère. Et du coup, l'a priori qui nous portait, et c'est quelque chose que les gens autour de nous l'ont souvent dit, c'est que c'est un peu un désert. Les gens ne connaissent pas la Lozère, ils n'ont pas idée d'où ça se trouve. Et donc, les gens étaient plus inquiets pour nous que nous l'étions nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on avait l'a priori que c'était plutôt vide et qu'il n'y ait pas grand-chose à faire sur place pour nous en tant que jeunes personnes. Et alors, après 2 mois de présence en Lozère, est-ce que vous avez toujours cette impression? Oui et non. C'est plus nuancé, là. Oui, c'est plus nuancé. On sent qu'il manque des choses parce qu'on est finalement plutôt urbain. On a été habitué à une offre d'activités beaucoup plus diversifiées, mais on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait une certaine offre sur le territoire et c'est indéniable. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des forces vives dans ce département? Oui, Guillaume Delorme en est la preuve. Non, mais il n'y a pas que moi, hein. Il n'y a pas que moi comme force vive, je pense que vous en avez aussi rencontré lors des réunions publiques peut-être, en tous les cas des gens ou aussi que vous avez rencontrés à diverses occasions, et je pense que il y a plein de choses qui peuvent être dites autour de ça. Je vous propose une pause musicale pour confirmer ce que vous venez de dire, que la Lozère était un beau pays. Alors, je vous ai choisi une chanson qui s'appelle Jolie Lozère. Jolie Lozère, pays
et l'espérance de revenir y terminer mes jours. Petit chemin, où le rossignol chante, accompagné du murmure des ruisseaux, rien n'est plus beau, jolie Lozère, c'est pour toi que je chante, toi mon amour, toi mon beau Gévaudan que j'aime tant. Jolie Lozère, c'est à toi que je pense, loin du pays qui m'a donné le jour. Jolie Lozère, tes chemins de vacances aux amoureux chanteront pour toujours. Je garde au cœur les chants de mon village, accompagnés par l'accent des bergers. Rien n'a changé, jolie Lozère, c'est à toi que je pense, tout mon amour, toi mon beau Gévaudan que j'aime tant. À présent, François Martin va nous présenter son école, le Centre de formation Polytech de Tours. Alors, à toi la parole. Alors, dans un premier temps, c'est pas une école qui est seule, c'est une école qui appartient à un réseau de 13 écoles. 13 écoles dont 2 qui sont proches d'ici, donc il y a Polytech Clermont-Ferrand qui est pas loin, et Polytech Montpellier. Sinon nous, plus précisément sur Polytech Tours, donc c'est une école qui propose plusieurs formations. Donc il y a du génie mécanique, du génie électrique, de l'informatique, et donc pour nous c'est le génie de l'aménagement. Donc le génie de l'aménagement, c'est une formation qui est assez particulière, c'est la seule école du réseau à Tours qui propose cette formation, cette spécialisation. Et donc c'est une formation qui dure 3 ans, donc après Bac+2, et où donc on apprend un peu les ficelles du métier de l'aménagement du territoire. Et alors en quoi consiste votre métier précisément? Alors c'est un peu difficile à déterminer parce que c'est un métier qui est assez vaste. On peut travailler dans beaucoup de domaines, dans le public, le privé. On peut travailler dans des bureaux d'études sur des faisabilités techniques, avoir des travails beaucoup plus techniques, alors que on peut avoir aussi un travail qui va être beaucoup plus prospectif, comme Guillaume ici au Conseil général de la Lozère. Voilà, c'est beaucoup de formations différentes. C'est finalement beaucoup de thématiques. En tous les cas, la façon dont on est formé à Tours, puisque j'ai fait la même formation, donc je peux en parler un petit peu. Mais c'est finalement beaucoup de thématiques qui se croisent et dont le métier finalement est d'être un peu le généraliste qui permet que beaucoup de thématiques finalement se regroupent autour d'un projet d'aménagement, alors qu'il peut être un projet d'aménagement très physique, d'aménagement d'une place, d'aménagement d'une rue, d'aménagement physique d'un lieu, mais jusqu'à effectivement un projet d'aménagement beaucoup plus global, comme ils ont travaillé et comme je travaille sur Lozère 2020, où là on est sur un territoire beaucoup plus vaste. Cette polyvalence en sorte est un peu le propre de toutes les polytechs, non? Non, enfin pas vraiment. Là, c'est vraiment le cœur sur l'aménagement du territoire. L'idée, c'est vraiment de se dire que on a besoin d'avoir des compétences vraiment diverses. Après, au niveau des polytechs, ce qui est intéressant, c'est effectivement c'est un réseau dans lequel il y a plein de compétences. Et effectivement, quand on est étudiant à Tours, on rencontre des étudiants en informatique, des étudiants dans d'autres domaines, dans des domaines de la productique. Ça permet aussi de croiser sa vision, de voir
avoir aussi des métiers très spécifiques. Et puis il y a effectivement de toute façon des bases communes en termes de matière de fond, quoi. Enfin voilà, il y a effectivement cette convergence là. Et dans vraiment le métier d'aménageur ou de développeur du territoire, il y a vraiment ce besoin d'agglomérer des compétences diverses autour d'un objet qui peut être soit un petit projet, soit un petit projet, un projet d'aménagement physique très concret, ou une dynamique beaucoup plus globale qui peut être le projet d'une destination touristique ou d'un territoire. Est-ce que vous avez terminé la présentation de Polytech? Oui, peut-être rajouter que Polytech Tours est une des écoles qui propose une classe préparatoire intégrée en fait, qui permet de rentrer directement dans l'école directement après bac. Voilà, c'est une des rares. Et alors vous sortez de Polytech ingénieur? C'est ça, on en sort avec le titre d'ingénieur. C'est ça, avec le titre d'ingénieur. Je crois que l'orateur précédent avait présenté un peu le regard des étudiants que vous êtes sur la Lozère, mais j'aimerais que vous le complétiez un peu plus. Oui, alors pour faire cela, on était là 3 mois, et donc le premier mois a été consacré à une visite du département en long, en large et en travers. Donc pour cela, on a élaboré 7 grands circuits, lors desquels on a pris un véhicule et on allait voir par nous-mêmes ce qu'était la Lozère. Donc ça tombe bien, on a commencé par la Margeride. On a fait un tour en Margeride, un tour en... Parce qu'il y a 2 Margerides, attention. Oui. on a fait les 2, on a commencé par la Margeride Est, puis on a fait l'Ouest, on est passé en Aubrac, les Gorges écosses, les Cévennes par le sud et les Cévennes par le nord, parce que c'est vaste aussi les Cévennes. Et puis nous avons fait la vallée du Lot. Donc lors de ces visites, on s'est attaché d'abord à ce qui était visible et ce qui nous frappait de prime abord, ce qu'on voyait en bien et en mal d'ailleurs. Et de cela ont émergé de nombreux constats qu'on a évoqués lors du colloque du 13 mai 2013. Et de ces constats, on a essayé de bâtir des enjeux pour le département. Et donc à ce jour, on a 8 enjeux. Mais avant cela, on va peut-être vous présenter quels ont été nos constats lors de nos visites du département. Donc pour ma part, je vais tout d'abord m'attacher à la thématique qu'on a intitulée paysage, urbanisme et patrimoine. Évidemment, quand on a parcouru la Lozère comme ça en 7 circuits, on a tout de suite senti que la Lozère est un département qui était très varié, notamment au niveau de la géologie. On a 3 substrats géologiques différents et ça se voit bien lorsqu'on se déplace. Donc cela a fait qu'il y a différentes entités paysagères. Nous, on considère qu'il y en a 5, parce qu'on se dit que la vallée du Lot est quand même un petit peu à part. Ça constitue des aménités naturelles qu'il faut préserver, dont il faut être fier et les mettre en avant, parce que tous les départements en France n'ont pas la chance d'avoir cette diversité de paysages. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Pour vous, alors, donc, c'est un atout, cette diversité de paysages. Tout à fait. À quel point de vue touristique ou simplement... Touristique, mais même rien que pour le cadre de vie des Lozériens eux-mêmes. Tout le monde n'a pas cette chance de rouler 15 minutes en voiture et de se retrouver dans un paysage totalement différent. On voyage à l'intérieur même du département. Nous, c'est ce qu'on a ressenti. On n'est pas lozériens, mais on imagine que les personnes qui vivent là, elles n'ont pas à parcourir de nombreux kilomètres pour se retrouver dans une ambiance totalement différente et découvrir quelque chose de nouveau, parce que tout cela a amené évidemment des manières de vie différentes. Et ça nous a frappé. Donc, vous avez parlé de la différence du vallée du Lot. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, c'est que cette vallée est un peu encaissée. Il y a la présence du grès rouge sur les habitations qui fait que c'est quand même complètement différent de... Il y a l'altitude en moins. Oui, et puis il y a l'altitude en moins. Bon, le fait est que nous, on était là à partir de mi-avril, donc on n'a pas vécu les conditions climatiques très difficiles et rigoureuses que peut représenter l'hiver. Mais c'est vrai que la vallée du Lot, elle est à la frontière, si vous voulez, avant de monter sur les Causses et quand on redescend de Margeride. Donc, pour nous, elle était un peu à part. Mais évidemment, c'est discutable. Vous parlez de patrimoine, alors quel patrimoine vous a-t-il le plus séduit, disons? Vous aimez bien savoir ce qui nous a le plus plu. Concernant le patrimoine, là, on parle surtout du patrimoine bâti. On est confronté à différentes choses ici en Lozère. Donc on a les bureaux en Aubrac par exemple. C'est quelque chose qui est frappant, parce que finalement l'Aubrac présente de grandes étendues un peu désertes, et ces bureaux sont finalement les dernières choses qui accrochent le regard en termes
j'entends civilisation un peu. Quand on se retrouve en Aubrac, quand on voit un buron, on se dit ah si, il y a des hommes qui vivaient ici et ceci en est la preuve. Donc voilà pour l'exemple de l'Aubrac, mais on a l'habitat en schiste dans les Cévennes qui est totalement remarquable à préserver, et c'est quelque chose qu'on a pu déplorer aussi, c'est qu'on s'est parfois confronté à de l'abandon en fait, que ce soit du patrimoine bâti ordinaire ou du patrimoine bâti remarquable, et même si parfois on constate qu'il y a des restaurations, des opérations de rénovation évidemment, mais ce qui est aussi visible, c'est ce qui se perd et ce qui est en ruine, et c'est quelque chose qu'on croise souvent en Lozère, et c'est donc c'est malheureux, et donc c'est ce qu'on a soulevé comme constat. Voilà. Ensuite, pour quelque chose de plus actuel qui nous a frappé, ce sont les entrées de villages et de bourgs qui parfois sont peu soignées et mériteraient une meilleure intégration en fait, parce que beaucoup d'activités se retrouvent hors du centre-bourg et comme ça colonisent un peu la périphérie du bourg, et ça nuit gravement en fait à l'image qu'on peut avoir de ce village ou de ce bourg. Donc c'est quelque chose que l'on a plutôt beaucoup remarqué, et aussi l'étalement urbain pavillonnaire dû à l'habitat individuel, et qui se fait au détriment des cœurs de village qui eux se dépeuplent, se vident. On constate qu'il y a une forte vacance des logements au centre des villages, et donc ça nous le déplorons. Rien d'autre n'a attiré votre œil? Là, c'est pour la thématique dont je viens de parler, donc qui concerne l'urbanisme et le patrimoine. Mais par exemple, c'est quelque chose ça se devine quand on traverse le territoire, mais par discussion avec les acteurs du territoire, il s'avère qu'en Lozère, on a un manque réglementaire important, c'est-à-dire que peu de communes en Lozère se disposent d'un document d'urbanisme, que ce soit une carte communale ou un plan local d'urbanisme, anciennement plan d'occupation des sols, et donc ceci est à améliorer afin d'obtenir une meilleure couverture réglementaire des communes. Pour à terme justement protéger ce patrimoine, cette qualité du bâti, etc. C'est pas juste pour imposer des contraintes. L'idée c'est bien justement que ces outils-là servent à faire que le bâti typique puisse être valorisé, et que les paysages qui sont, tu le disais au début, une de nos richesses majeures, continuent à l'être. Vous parlez de l'entrée des villes peu soignées. Qu'est-ce que c'est qui vous fait dire ça? C'est les panneaux publicitaires dans tous les sens, d'abord de la ville qui est un peu désordonnée? Qu'est-ce que c'est qui vous fait dire ça? Oui, alors pour la publicité, vous avez tout à fait raison. Également concernant parfois les hangars techniques qui se retrouvent à l'abord des villes, ou bien encore les lotissements, certains commerces qui finalement sont pas du tout intégrés par rapport à l'architecture des bourgs. Tout cela constitue une périphérie de bourgs qui est pas séduisante du tout. J'ai l'impression aussi que ce mélange de pavillonnaires récents avec les maisons anciennes vous gêne un peu, non? Oui. Oui, clairement oui, c'est pas harmonieux du tout. Oui, mais comment faire d'autre? Parce que tout le monde ne peut pas bâtir une maison en pierre aujourd'hui, hein. En beauté de votre construction, on est bien obligé de constater que ça dépare un peu, oui. Après, on peut imaginer plein de choses, mais on peut garder des couleurs de toit qui restent dans les couleurs de toit typiques de la région. Oui. On peut garder des formes aussi de bâtis qui soient dans la même intégration. Voilà, effectivement, c'est pas dire on arrête de construire des nouvelles constructions, mais c'est aussi la façon dont ce bâti s'inscrit dans une tradition architecturale. Exactement. et que finalement ça dépareille pas, parce que c'est les mêmes, voilà, je veux dire, les mêmes tons, les mêmes formes, voilà. C'est essentiellement ça qui peut être proposé, quoi. Et je pense que si le parc de l'Aubrac se fait, ça sera dans cet esprit-là. Ça peut effectivement être un des sujets sur lequel il s'implique pour justement donner de la cohérence au bâti. Voilà. Bien, merci Dorine Vial. Maintenant, c'est la thématique équipement et services. Laura Tremblay. Alors, Laura Tremblay, vous nous parlez des équipements et des services. Alors, allez-y. Alors, pareil, dans notre prospection du territoire, on a pu constater des commerces, des services, autres équipements. Donc, on a essayé d'observer un peu ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de maisons médicales sur le territoire, mais finalement, c'était des petites structures, donc avec peu d'accueil, mais qui étaient bien réparties dans le territoire. Il y en avait beaucoup. Donc, à ce moment-là, on s'est intéressé à la démographie médicale.
Et en faisant un peu plus de recherche à côté, avec notamment des données de l'INSEE, on s'est rendu compte que il y avait un problème au niveau de la pyramide des âges. Ce qui fait qu'en fait, les médecins, à l'heure actuelle, la majorité vont partir en retraite sous peu, et finalement, il y a une perte. Dans les 10 ans qui viennent. Voilà, dans les 10 ans qui viennent. C'est donc un problème patent. Oui, du coup, il faut prendre des mesures pour voilà, attirer des jeunes médecins. Le Conseil général a déjà mis en place des mesures dans le précédent projet de territoire 2007-2013. Donc là, voilà, c'était un. Et il a fallu ce projet d'Oder 2020 pour s'apercevoir de ça? Non, puisque comme le disait Laura, dès 2007-2013, c'était un des sujets. Il y a eu déjà un engagement du Conseil général qui a été fort en allant démarcher dans les facultés les futurs médecins, en leur proposant de venir en stage, en leur proposant des bourses aussi, sous condition qu'ils s'engagent à venir exercer en Lozère. Donc il y en a 6 qui ont signé ces conventions d'engagement. Il y a eu une quinzaine qui sont venus en stage. Donc si vous voulez, c'est une démarche qui est lancée, sauf qu'aujourd'hui on commence à rentrer dans les difficultés justement du vieillissement. Jusqu'à maintenant, on était en anticipation. Aujourd'hui, on a anticipé un petit peu, on a un petit peu cette réserve-là, mais on commence à rentrer dans la difficulté de ce renouvellement qui va être effectivement compliqué, mais qui nécessite surtout de repenser un petit peu la façon dont on imagine cette présence médicale sur le territoire, et qui n'est pas forcément de se dire il nous faut un médecin très proche de nous, qui soit permanent, qui soit là de façon permanente, qu'on puisse mobiliser 24 heures sur 24. Et il faut peut-être réfléchir à se dire peut-être qu'il faut que le médecin il puisse être un petit peu plus loin, mais que comme ça, lui, il a derrière une capacité de vivre sa vie de famille, sa vie, et que en même temps le service soit rendu, et que si on a besoin d'un médecin, il y ait toujours le médecin qui puisse se déplacer, qui puisse être présent sur son cabinet. Mais ça nécessite une organisation un petit peu différente, plutôt que de celle qu'on avait aujourd'hui, de vouloir le médecin le plus près de soi. Alors il y a le problème des déplacements, etc. Mais malgré tout, il faut réfléchir à la façon dont on travaille dont on organise l'offre de santé sur le territoire. Cette approche différente, c'est peut-être aussi passe par les maisons médicales, etc. Quoi. Des nouvelles donnes qui apparaissent, qui n'existaient pas il y a seulement 4 ou 5 ans. Quoi. Voilà, et puis un médecin aujourd'hui, un médecin tout seul, il passe un quart de son temps, voire un tiers de son temps, à effectuer des démarches administratives. Alors c'est pas forcément sur ça qu'il est aujourd'hui le plus efficace. Donc peut-être que justement en se mettant à plusieurs, ils pourront mutualiser un secrétariat ou quelqu'un qui pourra justement assurer ces démarches administratives pour que le médecin se concentre sur ce pourquoi il est formé, c'est-à-dire nous soigner. Est-ce que finalement l'individu s'adapte pas un jour ou l'autre? Ah si, sans doute. Mais après, justement, c'est aussi l'intérêt des politiques publiques qu'on peut essayer de mettre en place. C'est justement de répondre de façon un petit peu, parfois en anticipant un petit peu, à ce que les individus peuvent souhaiter. C'est l'intérêt. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter? Donc là, c'était la problématique au niveau des médecins généralistes. Après, si on s'intéresse aux spécialistes, pareil, il y a un manque de médecins spécialistes sur le territoire. Donc ça, c'est aussi une des problématiques qu'on a soulevées lors de notre diagnostic. De même que l'accès aux soins d'urgence, qui n'est pas facile sur le territoire. Donc notamment lié à la topographie du territoire, également au climat, donc puisque les conditions de circulation sont pas simples, notamment en hiver avec la neige. Les déplacements sont pas faciles, et surtout en ce qui concerne les soins d'urgence, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, avec les activités de pleine nature qui sont proposées en Lozère, on promeut le territoire à travers ces différentes activités, et qui sont quand même relativement dangereuses. Si on prévoit pas suffisamment de moyens pour accéder aux soins d'urgence, ça peut devenir compliqué. Donc on a soulevé ça aussi. Notamment la question de l'hélicoptère. Voilà. Après, c'est dans un peu, on a dû réaliser des propositions d'action suite à nos constats, et à la présence d'un hélicoptère à l'année sur le territoire paraît assez évident
temps, puisqu'aujourd'hui il est là, il est présent seulement pendant les 2 mois mois de d'été, l'été. quoi. C'est ce qui est ressorti de la consultation, disons. Oui, c'est ressorti parce que les gens avaient cette inquiétude justement pour de l'accès aux urgences et c'est ressorti comme voilà de dire s'il m'arrive quelque chose, forcément ils parlent pas forcément de l'hélicoptère, mais c'est comment je fais quand j'habite Villefort et que je dois aller à Mende pour aller aux urgences ou voilà, donc c'est vrai que ou même en habitant ici et voilà, bon, il y a Saint-Flour qui est pas très loin, qui est moins loin peut-être que Mende, mais malgré tout c'est quand même des temps d'accès qui peuvent être longs et dans des situations grave d'un point de vue médical, ça peut être très n'empêche que dans les AVC ou les problèmes cardiaques, c'était des questions d'heures, hein. Ou même quelquefois de minutes ou voire de secondes. Minutes, hein. Alors évidemment, oui. Après il y a d'autres sujets, je crois, plutôt sur les services. Après oui, autour des services, au niveau du taux d'équipement, on a relevé que le taux d'équipement était assez élevé en Lozère par rapport au nombre d'habitants sur le territoire, donc ça c'est un point positif. Donc vu que la stratégie de territoire aujourd'hui avec Lozère 2020 c'est d'attirer des populations, il faudra bien veiller à conserver cette bonne offre d'équipement qui est un point très positif. De quel équipement parlez-vous là? Tous les équipements, c'est bien équipements sportifs. Pour la petite enfance, voilà, pour les personnes âgées, c'est d'une façon très globale, tous les équipements. C'est un constat général, voilà. Ça scolaire peut-être aussi, non? Les collèges, les lycées, voilà. Ce qui était dit, c'était que finalement, on a une offre qui est assez importante par rapport à la population, mais c'est normal, puisqu'il faut être relativement proche. L'accès à un service nécessite que le service soit proche, mais c'est vrai que de fait, ça donne des capacités relativement importante. Ça, c'était une politique qu'a menée le Conseil général depuis X années, hein. Tout à fait. Et après, si on veut parler des commerces, on a remarqué qu'en centre-bourg, il y avait beaucoup de vacances, donc aussi bien au niveau du logement que des commerces. Et donc, ça fait un peu dépérir le centre-bourg qui n'est plus dynamique comme il devrait l'être. Et donc, il y aura des choses à améliorer sur cet aspect identité, image du centre-bourg et dynamisme. Et c'est vrai qu'on aime tous aller faire nos courses dans un supermarché parce que c'est pratique, etc. Et que peut-être c'est plus difficile d'aller faire ses courses en centre-ville. Mais je sais pas de lequel c'est qui disait qu'il fallait attendre une demi-heure pour payer. On fait ses courses en 2 minutes, mais il faut attendre une demi-heure pour payer. C'est effectivement. Alors finalement, c'est pas une grande avancée. Non. Restons sérieux. On a fait le tour de l'équipement et services. Oui. Alors nous passons à la thématique accueil et attractivité. C'est Marine Weitz qui nous présente ça. Alors Marine, elle a la parole. Alors tout d'abord, donc nous on est plus à même de vraiment discuter de ce qu'on a ressenti en fait quand on est arrivé sur le territoire au niveau de l'accueil. Parce que donc on est arrivé mi-avril et on a remarqué que quand on visitait donc les petits villages lozériens, on était souvent un peu dévisagés par les habitants. Parce que forcément, dans des petits villages, c'est des étrangers qui se promènent. Tout le monde se connaît et donc on faisait un petit peu de tâche entre guillemets, 5 jeunes qui se promènent. Donc voilà. Donc en parlant des petits villages, donc justement c'est quelque chose, une chose assez positive qui en est ressortie, c'est que en fait dans des villages où tout le monde se connaît, il y a une proximité qui se crée entre les habitants. Et donc, on a remarqué que ça pouvait donc être un plus pour favoriser donc l'entraide et donc les échanges. Également, on a remarqué qu'il y avait une bonne proximité avec les élus, donc les élus locaux. Mais il y a aussi un autre aspect qui en est ressorti, c'est que certaines personnes nous disaient qu'elles avaient eu du mal parfois à s'intégrer en tant que nouveaux arrivants sur le territoire. C'est-à-dire que l'intégration se fait d'autant plus rapidement que les gens qui arrivent acceptent les règles de ceux qui sont là. Alors bon, quelquefois, il faut quand même le dire aussi, hein, même si ça plaît pas trop, quelquefois l'arrivant veut imposer ses règles aux autochtones et ça crée quelques problèmes, bon, il faut le dire. Oui, c'est des modes de vie qui sont différents et qu'il faut effectivement, c'est aussi le travail d'accompagnement quand on accueille des nouveaux arrivants, c'est aussi de leur expliquer où ils arrivent et qui s'intègrent bien dans ce contexte-là. Il y en a qui font l'effort de le faire et pour qui ça se passe bien. Voilà. Mais bon, en général, quand même, c'est des cas minoritaires. Voilà. Vraiment minoritaires. Les nouveaux arrivants, quelquefois,
Rospette après le chant du coq. Bon, ben, il faut pas aller habiter à la campagne si on veut pas entendre chanter le coq. Ou sonner les cloches aussi, on a vu ça. Voilà, mais c'est vrai que pour la Lozère, c'est accueillir de nouveaux arrivants, c'est quelque chose de très très important parce que on a une population qui vieillit et c'est normal, enfin c'est logique et c'est dans le cas de beaucoup de campagnes françaises, mais c'est vrai que pour assurer justement ce qu'on disait tout à l'heure sur les services, les services, il faut renouveler aussi les chefs d'entreprise, des commerçants. Voilà, il y a plus de 41% des commerçants qui ont plus de 50 ans. Il y a en Lozère, donc vous voyez, c'est des gens à qui il faut qu'il va falloir renouveler parce que sinon toute notre offre et toute notre qualité de vie en Lozère, elle risque d'être remise en cause à cause de ça. Donc c'est quand même très important d'y penser. Mais je vais faire une autre pause musicale avec les Genêts d'or. Les Genêts d'or, ça illustre bien les paysages de Lozère, surtout en ce moment. D'un printemps nouveau, on entend ce refrain d'amour d'un petit passereau. Quand fleuriront sur la montagne les blonds genêts, j'en offrirai à ma compagne un beau bouquet. Je choisirai les plus superbes et puis encore je mettrai mon cœur dans la chair des Genêts d'or. À ma compagne un beau bouquet. Je choisirai les plus superbes et puis encore je mettrai mon cœur dans la gerbe des Genêts d'or. Je redonne la parole à Marine West pour nous parler de l'attractivité des villages, les accueils différents d'étudiants, etc. Alors oui, donc en ce qui concerne donc l'accueil d'étudiants sur le territoire, donc on a remarqué qu'il y avait donc beaucoup de formations qui étaient proposées en Lozère, mais c'est plus des formations qui sont vraiment très ciblées, très spécialisées, notamment sur les domaines d'activité donc qui sont présents sur le département. Donc l'agriculture, le tourisme, voilà. Voilà, l'hôtellerie, l'environnement, et donc peu de formations généralistes en fait. Peu de formations généralistes. Oui. Après le bac. Après le bac. Et surtout technique aussi, non? Il y a un petit peu de technique, mais c'est. Oui, mais technique pas en haut niveau comme ingénieur. Ah oui, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est pas forcément de dire qu'il faut avoir une école d'ingénieur en Lozère parce que ça risque d'être un peu difficile, mais peut-être, pourquoi pas, imaginer des classes préparatoires, par exemple, qui sont une formation généraliste et qui permettent de continuer après le bac sans forcément rentrer dans une filière très déterminée. Oui, parce qu'il était ressorti, certains jeunes nous avaient fait part que ils étaient assez désolés de devoir quitter la Lozère pour faire leurs études. Ah ben ça, c'est bien connu, hein. Oui, alors ça c'est un des retours du concours créatif qui a été organisé dans le cadre de Lozère 2020. On a proposé aux écoles de dire un petit peu ce qui leur donnait envie de vivre, de dire que les enfants ils s'expriment en disant qu'est-ce qui leur donne envie ou qu'est-ce qui ne leur donne pas envie de vivre en Lozère. Et donc il nous est remonté justement cette idée-là plusieurs fois d'avoir envie de rester en Lozère, y compris pour faire ses études. Donc c'est vrai que c'est un élément intéressant. Il y a quand même des pôles scolaires très importants comme Saint-Chély, Mende, oui. Avec Saint-Chély avec l'école hôtelière qui est d'une renommée nationale, disons. Oui, tout à fait. Oui, ce qu'il y a, c'est ce que disait Marine, c'est des sujets très spécifiques et qui correspondent bien au territoire. Hein, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses autour de l'élevage, il y a des formations effectivement autour de l'hôtellerie, autour du tourisme.
mais on est vraiment sur des aspects très 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 précis. Voilà. Mais ils le reconnaissent, enfin, et c'est en tous les cas dans les écrits qu'ils vont nous laisser dans quelques jours, ils ont justement bien vu aussi toute cette offre qui existe aujourd'hui, mais qui est très spécialisée. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de formation de maître, par exemple, de maître d'enseignant. Si, il y en a une. oui, à Mende. Ah bon. Oui. Il y a l'UFM à Mende, D'accord. et qui devrait perdurer, puisqu'il y a une réforme des UFM, mais bon, sur lequel, a priori, la présence mandoise devrait rester. Voilà. Encore quelque chose à rajouter? Une observation? Non, je crois que j'ai tout dit. Une petite note personnelle sur l'appréciation générale de la Lozère. Non, bah, je partage un petit peu ce que Dorine a dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que la Lozère propose vraiment des paysages magnifiques, et je pense que peut-être certains Lozériens ne se rendent pas compte qu'ils ont énormément de chance de vivre dans ce cadre de vie vraiment très très agréable. Voilà. Avec la nature La toute nature prête. omniprésente. Ouais. Et les diplomates, c'est très bien. Merci, Marine. Alors, la thématique du développement économique, ça, c'est un gros morceau. C'est Sophie Picot qui nous présente ça. Alors, Sophie, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Donc, à propos du développement économique, donc c'est une thématique qui a été plus difficile à cerner par notre prospection terrain. Il faut avouer que donc on a eu plus de mal vraiment à l'analyser, mais nous avons tout de même réussi à en ressortir différents sujets. Donc, le tourisme, la filière bois, la pierre, l'agriculture et le réseau de micro-entreprises innovantes. Donc, tout d'abord, la Lozère offre une grande diversité touristique avec de nombreuses activités de pleine nature, des sites patrimoniaux magnifiques. Il y a une diversité de l'offre d'hébergement, mais nous déplorons la qualité des prestations dans certains cas. Bien sûr, je l'entends. Enfin, c'est quelque chose à souligner, auquel il faut faire attention. C'est un point de vigilance. Voilà, Est-ce qu'on pourrait en citer une, par exemple? Non, je ne me permettrai pas de citer en particulier. C'est simplement lors de nos prospections terrain, par l'aspect extérieur de certaines offres d'hébergement, nous ont paru un peu désuètes. Après, il faut se dire aussi qu'il y a des évolutions de normes, etc., et d'attentes de qualité de la part des clientèles. Et il va falloir aussi que l'offre touristique de la Lozère s'adapte aux clientèles et aux besoins, et donc ça nécessitera aussi justement cet investissement sur le sujet de la qualité. Et alors, j'ai envie de poser la question, est-ce que les acteurs principaux en sont conscients de cela? Oui, je crois que certains ont déjà engagé des actions fortes là-dessus, et puis bon, dans le cadre de toutes les démarches de labellisation, je crois qu'il y a des choses qui sont déjà bien ancrées, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut remettre un peu sur l'ouvrage, parce que c'est des choses qui finalement, on se contente un peu parfois de la qualité qu'on a, et peut-être qu'il faut parfois être un petit peu plus exigeant. Si le projet 2020 contribue à cela, vous n'aurez pas loupé votre mission. On interrompt Sophie là. Tu peux continuer. Donc ensuite, concernant la filière bois, donc on s'aperçoit très facilement sur le terrain que la Lozère, l'ensemble du département, est fortement colonisé par la forêt, soit à 45% de la surface du territoire, voire un peu plus. Donc la forêt, c'est un élément à la fois économique et structurant du paysage, notamment pour le maintien des pentes d'Écosse. Mais nous soulevons aussi une difficulté d'exploitation relative au relief très abrupt de la Lozère. Donc cela pourrait être un levier économique à exploiter, mais tout de même, il faut rester modeste sur ce qu'on peut en retirer. Et bien régénérer la forêt, qui, quand on l'utilise, toujours penser à la replanter, à faire en sorte qu'on puisse s'en resservir au bout de quelques années. Oui, ensuite. Ensuite, les ressources géologiques donc, sont facilement visibles sur le terrain, mais pourtant pas toujours mises en avant. Donc la Lozère est riche de différents types de pierres, donc le schiste, le calcaire, le granit, le basalte. Donc cela pourrait être quelque chose à valoriser. J'espère que vous n'avez pas abordé les cases de schiste. Non. Là, je fais de la provocation. Non, justement, nous parlions précédemment du patrimoine naturel à conserver de la Lozère, donc il est bien entendu mitigé. Ta question? Oui. Mais ceci est vrai parce que nous avons, par exemple, le plus grand massif granitique de France, et puis nous faisons venir nos pierres de Suède ou du Tarn ou d'ailleurs, quoi. Alors, ou des schistes d'Allemagne, je trouve que peut-être c'est un peu dommage. Et puis en plus, il y a des professions qui vivent quand même autour de ces métiers, du travail des lauses, du travail des pierres. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir des ressources locales pour valoriser ces pierres et ces ressources. Oui, et pour entretenir le patrimoine bâti, notamment avec les toits en loge. Exactement.
et les constructions, les murs en pierre. Donc ensuite, nous passons à l'agroalimentaire et l'agriculture. Nous avons pu nous apercevoir facilement que la Lozère est fortement colonisée fortement occupée par l'activité agricole, avec de nombreuses exploitations sur le territoire. D'ailleurs, la SAU représente 54% du territoire. La SAU, c'est la surface agricole utilisée, pour nos auditeurs qui ne seraient pas agriculteurs ou qui n'en auraient pas entendu parler. Il y a différents types de production lozérienne qui sont concernés. Donc les ovins, bovins, caprins, lait et viande. Qui correspondent en fait à la variété géologique du département. Tout à fait. Oui, géologique, climatique et... Oui. Oui. Nous pensons que la transformation industrielle est relativement mitigée. Donc notamment, il y a une relativement bonne transformation du lait de brebis. Mais toutefois, quand il est question de viande, la valorisation se fait à petite échelle et artisanalement, car de nombreux animaux vivants sont vendus à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie, soit 70% voire plus des animaux vivants. Donc c'est quelque chose qui est dommage, car nous pensons qu'il faut vraiment valoriser ce terroir de qualité. Oui, effectivement, la valeur ajoutée finalement de ces produits, elle part ailleurs. Et c'est ça qui est un peu dommage. Faire valoir. C'est bien de l'avoir constaté. Vous avez fait votre travail correctement. Merci. Si je peux me permettre. Et enfin, sur le développement économique, nous pensons que les micro-entreprises innovantes ne sont pas assez visibles sur le terrain, ce qui est vraiment malheureux, car il y a des micro-entreprises innovantes et il faudrait les mettre davantage en valeur, car ça fait partie des points forts de la Lozère. Ouais, des entreprises qui travaillent sur des niches très précises, soit technologiques, soit commerciales, vraiment des choses qui sont vraiment très très spécifiques et qu'on a la chance de voir vivre en Lozère. Y compris les métiers de l'art. Tout à fait. Oui. Voilà, et merci Sophie Picou. La thématique mobilité maintenant, avec François Martin. Ça concerne les déplacements à travers la Lozère. Oui, c'est ça. Et aussi en dehors, puisque la Lozère n'est pas toute seule au milieu de rien. Il y a quand même des grosses villes à côté, Clermont, Montpellier, tout ça. Donc sinon, nous, ce qu'on a pu voir lors de nos prospections de terrain, c'est que en général, l'état des routes est quand même de bonne qualité. On n'a pas trop de problèmes, même si c'est sûr, il y a des routes qui sont encore à rénover, tout ça, mais on a très souvent vu sur les routes qui posent problème des panneaux montrant que le Conseil général allait investir prochainement pour la modernisation des routes, en termes de sécurité ou même d'élargissement des voies par exemple. Donc c'est quand même globalement un bon état des routes qui permet quand même de bien se déplacer sur le département. Le département est quand même bien irrigué par les routes, on peut se rendre à peu près partout. Nous on l'a vu lors de nos prospections de terrain, on a pu faire à peu près tout en voiture, donc c'est une bonne chose. Mais c'est la voiture qui est le mode de déplacement de base. C'est ça. Donc oui, c'est ça, parce que sinon, quand on regarde les offres, que ce soit de trains, de bus qui sont proposés sur le territoire, c'est très limité. On comprend bien sûr que par rapport au relief, on peut pas mettre des lignes de train où on veut. Et en plus, les lignes actuelles sont un peu menacées de toutes parts. Et en bout de course, oui. Avec des trains qui mettent souvent plus de temps que la voiture, voire le double du temps, voire beaucoup plus. On peut citer l'exemple du trajet Mende-Montpellier, qui est quand même un axe principal pour le département, où il fallait autrefois 3 heures pour faire ce trajet en train, et aujourd'hui il faut près de 4 heures. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Contre 2h30 en voiture. Contre 2h30 en voiture en plus. Donc après pareil, pour se déplacer à l'intérieur du département, le réseau de bus existe, mais il n'est pas vraiment performant, il est surtout dédié au déplacement des écoliers internes, et de ce fait les horaires sont pas toujours adaptés pour une journée de travail normale, on va dire. Un des constats qu'ils nous ont fait au moment du colloque du 13 mai, c'est que s'ils devaient aller, puisqu'ils étaient logés à la Canourgue, s'ils devaient venir travailler à Mende au Conseil général, il leur fallait partir tôt le matin et ils arrivaient qu'à 11h dans la matinée. Donc c'était un petit peu... Ça aurait été fort content, toi. Voilà. Ça aurait été un peu gênant. Je suis étonné par l'ampleur qu'a pris le covoiturage en Lozère. Alors on peut être étonné parce que c'est une pratique qui est assez nouvelle, mais en même temps ça reste cohérent puisque, comme on vient de le dire, l'offre de transport en commun est très limitée et on a vu que l'état des routes était assez bon et que la voiture était le mode de déplacement prédominant. Du coup ça paraît cohérent avec la proximité des gens qu'on a vu dans la partie tout à l'heure de Marine, que les gens se rassemblent pour pouvoir faire les trajets ensemble.
Comme dans les villages, tout le monde se connaît, tout le monde sait où travaillent les gens. Et la maîtrise d'Internet. Oui, aussi. Qui favorise bien le covoiturage. Oui, il y a ça aussi avec notamment le réseau Voisine qui essaye de faciliter un peu ces initiatives de covoiturage en Lozère. Après, voilà, c'est vrai que c'était un peu étonnant au départ de voir que c'était quelque chose qui était très intégré dans le territoire, pour un territoire rural. On s'attendait pas forcément à voir une telle présence du covoiturage. Et au final, c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé plus que les transports en commun ici, en fait. À l'espace de 2 jours, j'ai ramené 2 personnes à l'aire de la gare pour du covoiturage. Voilà, Jacques est covoitureur. Non, je les amenais pour prendre du covoiturage. Mais on constate justement même sur les déplacements quotidiens, et le long de l'autoroute, on le constate, il y a beaucoup de stationnements de véhicules à certaines sorties d'autoroute qui sont liés justement au déplacement de 4-5 personnes qui se regroupent, qui se retrouvent tous les matins à cet endroit-là, à la sortie d'autoroute, parce qu'ils viennent chacun de petits villages, ils se rejoignent à la sortie d'autoroute et ensuite ils font leur trajet, alors soit jusqu'à Mende, soit sur l'axe à 75, mais on a vraiment ce phénomène qui est très marqué. C'est en train de prendre une ampleur incroyable. Tout à fait. Voilà, alors la 4e partie, Guillaume, c'est toi qui la commence. La 4e partie, c'est comment on va intégrer ce travail des stagiaires dans le projet et dans ce qu'on va nous en faire au niveau du Conseil Général. Alors ce regard là, ce qu'ils vous ont restitué dans cette émission, effectivement nous on l'a intégré dans le constat global du territoire qu'on a fait et qui est la base des axes que je vous ai donnés tout à l'heure. Et puis comme ils l'ont évoqué aussi, une autre partie de leur travail a été de faire quelques petites, il y en a 60, propositions d'action que nous allons analyser, continuer à étudier, parce que c'est des idées qu'il faut que nous fassions fructifier, que nous analysions un petit peu plus précisément ce qui est possible techniquement, ce qui est possible juridiquement, ce qui est possible financièrement aussi. Mais voilà, et donc ils nous ont fait ces propositions-là. Donc c'est un élément important qui va nous servir justement dans ce plan d'action Lozère 2020 qui va être maintenant l'étape que nous allons conduire dans les prochaines semaines. Il y a sur Internet encore la possibilité de proposer des actions jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc c'est sur le site du Conseil Général, mais sur la partie qui concerne Lozère 2020, et vous pouvez y aller directement en tapant 2020.lozère.fr et vous arriverez directement sur cette partie-là où vous pouvez proposer des actions pour le développement de la Lozère dans les années futures. Et puis nous on va après travailler toutes ces propositions d'action, on va les analyser comme je le disais pour leurs travaux. On va les analyser, on va essayer de voir ce qu'on peut retenir dans le plan d'action et on va le faire en plus en essayant d'articuler tout ça avec 2 grands aspects qui sont l'acte 3 de la décentralisation. Alors on a un petit peu entendu parler dans les médias nationaux ces dernières semaines, c'est cette refonte un petit peu de l'organisation des collectivités dans les années à venir. Donc forcément ça pose la question de qu'est-ce que le département aura le droit de continuer de faire ou pas. Il est question de différents changements sur finalement ce que peuvent faire chacune des collectivités. Donc ça, il va falloir qu'on l'intègre aussi dans notre projet. Et puis on est aussi dans une période où se définissent les futurs programmes européens pour la période 2014-2020. Et donc c'est aussi important, et c'était aussi l'objectif de ce projet Lozère 2020, c'est d'être aussi force de proposition dans le cadre de la définition de ces programmes au niveau régional, de pouvoir dire nous on a tel et tel sujet qui ressortent et sur lequel on a besoin d'être accompagné en Lozère, plutôt que de se dire a posteriori finalement il y avait tel et tel sujet et puis on n'a pas de dispositif, on n'a pas de financement pour ces projets parce qu'on n'a pas été à un certain moment force de proposition là-dessus. Donc on essaye de s'impliquer fortement sur tout ça, mais ça va aussi conditionner, parce que pour des raisons juridiques, ces futurs programmes européens vont conditionner les sujets sur lesquels le département va pouvoir continuer à financer ou à accompagner des actions. Donc on va intégrer tout ça dans les 6 mois qui viennent maintenant, c'est à peu près l'échéance, puisque l'objectif est que ce projet Lozère 2020 rentre en application dès le début de l'année 2014, donc au moment où ce sera terminé pour 2007-2013, on rentrera dans cette nouvelle période de programmation 2014-2020, donc bien sûr pour le département dans le cadre de ce projet, mais aussi justement pour les fonds européens, pour les financements d'État, pour un certain nombre de démarches aussi qui sont faites avec cette échelle-là, et c'était l'intérêt d'avoir cette réflexion qui a commencé forcément fin 2012 pour pouvoir être prêt au moment à l'échéance de 2014. Finalement, c'est une démarche de territoire et quelle que soit la suite des réformes administratives qui seront appliquées aux communes ou aux communautés de communes, ça restera vrai, quelle que soit la méthode adoptée.
C'est sûr, puisque les actions, finalement, pourront être portées un petit peu par tout le monde aussi. Enfin, chacun, d'une certaine façon, peut concrétiser les grands axes que j'évoquais tout à l'heure pour Lozère 2020 dans son activité associative, en permettant d'accueillir des nouveaux arrivants, par exemple, ou en permettant, ou en ayant une action, je sais pas, de développement du tourisme dans le cadre d'activités associatives ou d'activités professionnelles. Enfin, tout le monde a sa part finalement à prendre dans un projet de territoire et de contribuer à ça, donc avec son initiative personnelle, avec parfois le soutien financier, avec le soutien technique du département. Mais voilà, c'est aussi toute cette démarche-là qu'on souhaitait proposer dans le cadre de ce projet. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de la question. J'ai appris beaucoup de choses, Guillaume. Je vous remercie tous, Guillaume, François, Sophie, Laura, Dorine et Marine. Merci d'avoir participé à cette émission. Je suis étonné de la justesse de vos jugements. Je crois que vous ferez de bons aménageurs un jour ou l'autre, c'est ce que je souhaite en tout cas. Et quant à moi, vous me retrouverez pour une autre émission de Gens du Pays très prochainement. Merci de votre accueil, Jacques. Merci beaucoup. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays.